est un connecteur, rassemble les différents aspects de la vie humaine, y compris l'agriculture, la nourriture, l'énergie, l'écosystème et la santé. Une approche intégrée, holistique est nécessaire. L'eau se retrouve au cœur même et est un dénominateur commun des ODD. Afin d'accélérer la mise en œuvre de l'ODD 6 qui malheureusement ne suit pas son cours prévu, à New York, les Nations unies ont lancé cette année un cadre accélérateur global pour l'ODD 6 dont le potentiel est d'avoir un impact sur d'autres ODD. Nous devons gérer l'eau avec d'autres facteurs importants dans les villes et rechercher la coopération et la collaboration avec d'autres partenaires. Faisons en sorte que nous enlevons les frontières et les silos, créer des avancées techniques pour les populations, la croissance économique et des demandes des différents secteurs. La résilience de l'eau urbaine est nécessaire et de manière urgente pour être sûr que nous ne laissons personne derrière. J'ajoute que les dates ont été choisies pour venir en préambule de l'événement co-organisé le 12 décembre par le secrétaire général des Nations Unies et le Premier ministre britannique afin de marquer le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Je veux ajouter ici que la forme de visioconférence présente à mes yeux l'immense avantage de rendre accessible à des milliers de personnes, et en particulier à des étudiants qui n'auraient jamais effectué le déplacement, de pouvoir suivre les communications et d'intervenir en posant des questions. Il est clair que ce modèle sera appelé à se développer dans les années qui viennent pour non seulement limiter l'empreinte carbone de toutes les grandes réunions internationales qui se déroulent à travers le monde à longueur d'année, mais aussi, comme je le disais auparavant, pour augmenter la diffusion des connaissances et des expériences vers des publics nouveaux. C'est la cause de cette pré-conférence en ligne, bien évidemment la pandémie de Covid-19. Et face à cette crise sanitaire que nous traversons actuellement, il est intéressant de citer l'importance de l'assainissement dans l'analyse de l'évolution de la Covid à l'échelle de Paris et de l'agglomération parisienne. C'est un projet qui s'appelle OBPIN et le SIAP d'agir avec l'ensemble des grands syndicats urbains afin de répondre aux enjeux d'une manière concrète, concertée et non en silo, c'est-à-dire cette approche transversale. Nous y tenons énormément. C'est l'exemple de l'action que nous menons avec le syndicat des déchets ménagers de Paris et de la Petite Couronne qui s'appelle le SICTOM. Exemple que nous menons à Manille, aux Philippines, avec la mise en place d'une filière de traitement des déchets liquides et ménagers dans le projet de réhabilitation de la Pasig River. Et bien évidemment, l'importance du lien entre élus locaux, scientifiques, opérateurs. C'est ce modèle qui structure l'alliance des mégapoles pour l'eau et le climat. L'eau, la trame bleue, comme pourrait l'être la trame verte, ce sont des éléments constitutifs de notre environnement, constitutifs de notre vie. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et c'est ça qui est important. Et c'est sur cela que nous allons travailler ensemble sur la métropole du Grand Paris, comme partout dans le monde. Nous ne serons jamais trop nombreux à travailler à ce sujet. Les élus, les entreprises, les services publics, les chercheurs, tous ceux qui concourent à une compréhension, à des innovations, à faire en sorte qu'on puisse répondre à toutes ces injonctions. Certains veulent plus de logements, plus de densité, plus d'environnement, plus d'écologie, plus d'emploi, plus d'industrie, et pourtant plus de qualité de l'air, plus de qualité de l'eau. Parfois, ça peut paraître paradoxal. Et bien, c'est cette équation ensemble que nous devons résoudre. Et dans cette pré-conférence qui donnera lieu à une nouvelle conférence en 2021, j'espère cette fois-ci en présentiel, eh bien, j'espère que nous aurons chacun ensemble une partie de la construction de cette solution qui nous permet de vivre heureux, apaisés, là où nous avons choisi d'être. Nous vivons dans un monde hydrique non sécurisé et nous poussons nos ressources en eau à la limite. Avec les changements globaux, toutes les pressions de toutes sortes, le gaspillage et maintenant la pandémie avec la COVID-19, toutes ces pressions et ces risques augmentent la demande en eau et modifient les schémas d'aménagement,
de la gestion des bassins hydrologiques et augmente les fréquences des événements extrêmes. C'est la raison pour laquelle il est urgent de s'appuyer sur les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles afin de répondre aux défis de l'augmentation de la demande en eau. Il est urgent d'améliorer la gouvernance, d'améliorer aussi notre relation et partenariat avec le secteur privé. En 2018, la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire, avec 1,5 million d'habitants, ont connu une pénurie d'eau extrême. Ainsi, l'assèchement du barrage de Loka et en conséquence la pénurie de l'eau pourrait être reliée aux activités anthropiques. La première source est en fait tout simplement l'excrétion. C'est le cas pour les médicaments à usage humain. Ces résidus vont transiter via les eaux usées et vont se retrouver dans différents compartiments aquatiques de l'environnement. Et puis la communauté scientifique s'accorde aujourd'hui sur le fait que la principale source est de type diffuse, c'est-à-dire principalement issue de la ville et non pas de l'hôpital, sauf pour certaines molécules particulières à usage hospitalier. Et donc cette source domestique. Combien de fois nous entendons parler des inondations, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, les Caraïbes, toutes les semaines, n'est-ce pas? Car ces événements d'inondation sont dans les zones urbaines et différentes régions climatiques. Et les bases de données sur les états d'urgence ont parlé de 90 inondations. La sécurité en termes d'eau et la résilience des villes aux perturbations liées à l'eau, que ce soit en termes de qualité ou de quantité de l'eau, eh bien tout cela est lié étroitement avec les mesures politiques prises au niveau national et international et aux obligations juridiques qui s'imposent au niveau des États et des municipalités. Alors certes, les cadres européens permettent une évaluation holistique, mais manque d'indicateurs plus ciblés. Et donc, il faudrait un cadre plus convivial et plus concret pour évaluer les solutions fondées sur la nature afin de s'assurer d'une mise en œuvre concrète et efficace. Regardez les deux photos en bas à droite de l'écran. On peut voir qu'il y a clairement un problème au niveau de la qualité de l'eau. Il y a parfois un très grand nombre de morts de poissons dans les canaux. Et c'est parce qu'il y a des rejets de toutes les eaux usées dans les canaux. Même si 80% des eaux usées sont traitées avant d'être rejetées dans les canaux. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de stations d'épuration dans la ville d'Ho Chi Minh. Le STIAP ainsi que les autres parties prenantes de la région de Paris participent pour être en ligne avec la directive sur l'eau. Il ne suffit pas d'enlever juste l'azote et le phosphore tel qu'il est demandé par la directive des eaux usées. Il faut être sûr que la qualité de l'eau en surface respecte les exigences de cette directive qui n'est plus une directive nouvelle. Alors, un des plus grands défis pour l'approvisionnement en eau dans toutes les villes dans les pays en développement, c'est l'eau non facturée, qui représente 40 à 50% de l'eau extraite. Il s'agit du chiffre officiel, mais peu de recherches ont été effectuées ici. Les chiffres sont peut-être plus élevés que ce que l'on pense. Et donc, il y a vraiment un épuisement des eaux souterraines
avec ensuite des problèmes notamment de pollution par le fluor et le nitrate. Cela crée des risques de maladies très importantes. Les premières préoccupations quant à la qualité de l'eau concernaient les maladies infectieuses au 19e siècle et début du 20e, et non pas les usages agricoles. Mais c'est dans les années 60 et 70, avec la révolution agricole, avec la mécanisation de l'agriculture et l'utilisation massive de produits chimiques, s'est posée la question de la pollution aux nitrates et pesticides de l'eau. Et on en voit l'illustration sur le graphique. On voit les taux de nitrates dans l'eau, les concentrations dans l'eau qui ont dépassé les normes. Alors, pour assurer une eau potable, eh bien, il a fallu traiter. Quand on parle de résilience en matière d'eau, cette terminologie n'est pas très courante. C'est adapté de la définition d'autres systèmes. Et quand on parle de résilience, il s'agit de la capacité des villes à fonctionner de façon générale pour gérer, fournir des ressources, mais également la résilience est liée à des catastrophes naturelles, à d'autres chocs auxquels il faut s'adapter. Et cela est lié également à la crise sanitaire que nous connaissons. Pour donc une bonne intégration de l'eau, utilisation des terres et la résilience. Il y a plus que les solutions techniques. Il faut voir les conditions de gouvernance pour aider les villes en affaissement à acquérir plus de résilience. Les villes résilientes sont celles qui sont inclusives, circulaires et intelligentes. Ceci souligne l'importance d'engager avec toutes les parties prenantes, y compris les pauvres au niveau urbain et les populations qui sont dans les logements non officiels. La ville devrait travailler vers la résilience en promouvant l'efficacité de l'eau, des systèmes pour recueillir des données pour l'utilisation de l'eau et des modèles en matière de son littoral. Il y a des pratiques intégrées avec une vision de cohésion par rapport aux ressources en eau disponibles. Afin de considérer l'eau de pluie comme une ressource, et l'ensemble des parties prenantes ont besoin de partager cette vision. Le deuxième niveau, c'est d'établir un cadre d'action et une stratégie favorable à une gestion durable de l'eau dans la ville. Et le troisième niveau, c'est d'aller vers des réalisations et des opérations exemplaires qui intègrent cette problématique et surtout de saisir toutes les opportunités d'aménagement, de réhabilitation des espaces publics pour intégrer l'eau dans les projets. Le déploiement de ces solutions passe par le partage d'un socle technique et un socle culturel commun. Le message clé est une opportunité qui doit être saisie aujourd'hui, car aujourd'hui, nous avons des systèmes logiques blockchain, une technologie de pointe et des outils numériques qui permettent d'opérer des plateformes multi-données, multi-acteurs. Et si nous avons cette approche globale, il faut remplir le fossé de la réflexion, de la décision et de l'action. Il faut pouvoir choisir parmi les options politiques, stratégiques et techniques les meilleures. Et ceci prend en compte que la clé réside dans la combinaison de trois piliers: la connaissance, l'éducation, la formation et le
gouvernance. Les infrastructures vertes, en fait, est une approche transversale de la gestion des eaux de ruissellement dont nous avons tous besoin. On ne peut pas uniquement se fonder sur la technologie ou bien uniquement sur la nature ou sur une dimension sociale. Il faut prendre toutes ces dimensions ensemble. Pourquoi est-ce que les agences doivent coopérer? En travaillant ensemble, ces agences peuvent mieux utiliser l'eau, réaffecter l'utilisation des eaux usées, des eaux de pluie et d'autres sources d'approvisionnement d'eau et atteindre des économies d'échelle et élargir le champ en réduisant les coûts et en augmentant les avantages et communiquer de façon plus uniforme avec le public, réduisant ainsi la confusion. Pourquoi un indice de risque de l'intégrité de l'eau? Alors, il y a de nombreuses raisons, plusieurs réponses à cette question. Alors, tout d'abord, les conceptions confédérales d'indicateurs sont pas forcément adéquats pour développer des politiques spécifiques à des localités et des communautés spécifiques. Qui plus est, les suspects habituels dans ce domaine, les indicateurs utilisés se basent sur des experts ad hoc, des perceptions, et de nombreux articles dans la littérature montrent que ces indicateurs ne sont pas adéquats. Certains facteurs que les compagnies de l'eau et d'assainissement urbaines sont susceptibles de subir la corruption. D'abord, ce sont des monopoles, ce sont des projets qui sont techniquement complexes et qui utilisent un grand nombre de personnes, et puis les coûts sont élevés, le capital est élevé. Alors, il y a également une gouvernance fragmentée, ce qui fait que ce sont des lieux où il y a potentiellement la corruption. Les décideurs doivent trouver des solutions vers une résilience du climat, en particulier pour les zones urbaines. Une façon de le faire, c'est d'installer de l'infrastructure verte ou GI. Donc, il y a bien sûr l'eau de ruissellement et cela permet de réduire ce ruissellement, réduire cette accumulation d'eau grâce aux espaces verts, jardins pluvieux, toits verts, etc., tels que les arbres d'eau de ruissellement. Selon l'Agence de protection de l'environnement, les différentes solutions peuvent réduire les eaux de ruissellement, ces inondations de 99%. Dans un contexte de sécheresse et d'augmentation de la population, eh bien, le Colorado a décidé de stocker l'eau. Alors, c'est une technique qui est appelée aquifère rechargé artificiellement. Vous voyez la recharge ici sur cette photo, recharge donc d'un bassin. Et l'eau peut être injectée dans un aquifère également. Et cette eau peut être pompée en cas de besoin. Alors légalement, lorsque vous récupérez l'eau, vous repompez de l'eau renouvelable, même si cela provient de l'aquifère. L'accès à l'eau limitée est un danger pour le développement et pour la pauvreté. Il est très important que l'eau soit fournie à tous les citoyens. Nous recommandons une formalisation plus rapide du système d'eau en utilisant des innovations et le financement de l'eau, des solutions techniques comme j'ai déjà mentionné, une meilleure organisation de l'eau
qui est rare pour la consommation humaine et d'autres utilisations, diminuer le gaspillage et tester les innovations pour la conversion, méthode de conversion. Les villes des pays en développement sont confrontées à des phénomènes météorologiques récurrents, notamment des inondations et des sécheresses qui entravent la fourniture de services de base. Ces situations sont susceptibles de s'aggraver en raison du changement climatique et de l'urbanisation rapide. On estime que d'ici 2050, 87% de la population vivra dans les villes alors que dans le même temps, l'approvisionnement en eau sera inférieur de 40% à la demande. Les villes sont donc obligées d'adapter leur gestion de l'eau pour éviter de devenir la proie de l'inaction et des inégalités sociales croissantes. Mais comment une ville peut-elle comprendre rapidement quels éléments de son cycle de l'eau sont durables et lesquels doivent être adaptés? L'approche City Blueprint offre alors une évaluation pratique. C'est un outil complet mais simple qui donne une compréhension contextuelle des défis liés à l'eau, aux déchets et au changement climatique dans les villes. Technologie ne veut pas toujours dire progrès, mais il y a de très bons exemples que nous allons discuter aujourd'hui, que la technologie peut être très bon pour mieux gérer l'assainissement et les systèmes d'eau potable. Donc on sait que l'urbanisation est grandissante depuis ces dernières décennies et est appelée à continuer à grossir les prochaines décennies. Et cette urbanisation, par l'usage de surfaces imperméabilisées, impacte le cycle de l'eau en favorisant les crues toujours plus intenses et plus fréquentes et donc potentiellement les inondations, en intensifiant aussi les périodes d'étiage et en les rallongeant, et en limitant la recharge en eau des sols et donc potentiellement des nappes. Les décideurs, les aménageurs disposent d'un certain nombre de solutions aujourd'hui pour faire face à ces effets. La plupart qui font intervenir de la végétation finalement permettent de retrouver les fonctionnalités d'un sol plus naturel, même en milieu urbain. Les gestionnaires de ces réseaux d'assainissement disposent aujourd'hui d'outils numériques basés sur les fonctionnements traditionnels de ces réseaux. Donc, ce sont plutôt des modèles hydrauliques. Mais pour évaluer les futurs projets d'aménagement qui utiliseront donc, ces solutions durables. Concernant cette approche de gestion des risques stratégiques, c'est la première approche qui combine le risque et les risques à venir, qui permet à l'entreprise d'avoir une vision intégrée de ces risques stratégiques avec un diagramme d'influence, illustre le rôle des technologies intelligentes pour garantir l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise, permet à l'entreprise d'anticiper comment les changements stratégiques peuvent changer à moyen et à long terme et donc quelles mesures d'adaptation à prendre et est une bonne base pour le plan stratégique. Et le proverbe chinois veut que il faut jouer ses cartes et pas rester dans une situation heureuse. Il faut toujours redistribuer les cartes. Et bien, ça s'applique ici. Il faut planifier, prévoir pour l'avenir. L'avenir, eh bien, ce sont des villes intelligentes, vertes et bleues. Intelligente signifie nouvelle technologie pour réduire la pollution, les émissions dans les capitales, des villes bleues, vertes pour améliorer la qualité de la vie et éviter l'étalement urbain, menace pour l'environnement. Que les villes doivent devenir des acteurs clés dans la réduction du changement, des effets du changement climatique et de l'adaptation. Et cela peut être atteint avec des réseaux internationaux, échanges d'informations, de connaissances, d'innovation. L'UNESCO, d'ailleurs, est au cœur de cette activité. Et la ville du futur doit être basée sur la synergie en soutenant la qualité de la vie, la santé, la culture et l'éducation. Et la marche à suivre pour l'éco-hydrologie et le développement durable des mégapoles dépend de l'alliance de l'environnement, de l'ingénierie, de l'économie et de la société appuyée
par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des secteurs émergents, les analyses de big data et les sciences citoyennes avec la participation de la société. La question de la résilience des villes portuaires est une question d'importance. On réfléchit au concept de résilience en termes de capacité à rebondir et revenir à l'état préalable. Mais en fait, la question de la résilience, à mes yeux, est bien plus complexe, notamment pour les villes portuaires. On parle de résilience environnementale, c'est-à-dire après une inondation, il s'agit de revenir à l'état initial, mais il y a également la résilience sociale, comment on réagit, comment on se remet d'une grève, par exemple, la résilience politique. Alors, la résilience est multiple selon l'acteur engagé. Ont un choix à faire sur la façon d'aider. Et il faut comprendre d'abord la mentalité et les défis auxquels les mégapoles font face et trouver des outils pour créer un partenariat en plus du monde de la réglementation qui est très importante. Il faut comprendre les défis au niveau local, ça c'est très important, et permettre l'innovation et la créativité. Donc, pourquoi la séparation à la source, le tri à la source est une bonne solution pour la récupération des ressources, non seulement pour le traitement des déchets, car vous avez des ressources qu'on peut recueillir et réutiliser. Vous avez les nutriments, nitrogène dont nous avons besoin pour l'agriculture, la matière organique et l'eau. Et ces différents éléments ne sont pas divisés de façon égale dans différents flux. Nous, le comité de pilotage des jeunes, sont des jeunes qui travaillent dans le monde. Les différentes organisations qui travaillent sur l'eau, les mégapoles et le changement climatique se sont réunis pour discuter des défis posés par les mégapoles et le changement global. Chacun a apporté son expérience, ses connaissances et sont convaincus que les jeunes peuvent être moteurs pour faire face à ce défi. En conclusion, nous faisons appel aux décideurs et parties prenantes de reconnaître les perspectives des jeunes sur la question de l'eau, des mégapoles et le changement global, ouvrir les espaces et les opportunités pour les jeunes dans les communautés marginalisées, ensuite prendre une approche holistique pour comprendre les liens qui existent entre l'eau, le climat et la vie économique, ensuite garder en tête l'écologie, la géographie, la vie sociale au niveau local, ainsi que l'économie politique. Je pense que ces communications ont vraiment mis en exergue un certain nombre de points qui me semblent importants concernant le sujet que nous avons abordé, c'est-à-dire l'eau, la mégapole et le changement climatique. D'abord, elle a montré l'importance du rassemblement d'un certain nombre d'acteurs de la gestion de l'eau, qui sont la société civile et ses représentants politiques, les chercheurs et les techniciens des différentes sociétés de services qui travaillent dans le domaine de l'eau, structure dont je souligne aussi que Arso est basée sur cette structure. Elle a montré aussi que les solutions aux problèmes qui se posent ne peuvent être que des approches multidisciplinaires, autrement elles vont manquer leur but. Maintenant, par rapport au bilan, à travers tout ce qui s'est passé du point de vue participation, c'est un bilan très, très positif. Parce que nous avons eu chaque jour pratiquement plus de 1000 personnes connectées à travers les différentes plateformes. Donc, qui ont suivi 45 présentations extrêmement intéressantes dans des thèmes variés et de la thématique qui va de la gestion holistique des ressources en eau, la continuité dans les services, les aspects liés aux catastrophes,
Donc vraiment, bref, tous les aspects qui ont trait à la problématique de l'eau dans les villes. Ça me démontre réellement la pertinence de cette préconférence et surtout de la conférence Oméga. Nous avons besoin d'eau en quantité et qualité suffisante dans le monde avec les chiffres que nous avons reçus récemment. L'eau est maintenant à la bourse, fait partie des transactions à la bourse. C'est à Wall Street maintenant. Et cela nous amène à réfléchir différemment à la façon dont ce que nous pouvons faire dans les mégapoles en matière d'eau, parce que nous voyons que ce sont les mégapoles qui vont être fortement impactés. Nous avons également des programmes pour les mégapoles, mais également pour les villes des pays en développement. Nous avons besoin de protéger l'eau et l'utiliser de façon plus avisée. Il faut, non seulement il y a le prix de l'eau, mais il y a la valeur de l'eau. Nous devons tous, en tant que décideurs, adopter des méthodologies innovantes. Les villes ont de nombreux problèmes, l'eau étant l'un d'eux. Nous avons des catastrophes hydroécologiques et il nous faut des institutions plus intégrées en matière de ressources en eau. C'est l'objet de ce message, de cette adresse au Climate Ambition Summit qui ambitionne de soutenir l'Alliance mondiale des mégapoles dont la structuration a été esquissée au cours de la conférence Oméga 2015, alliance qui a pour objectif de favoriser la coopération entre différents acteurs, y compris les acteurs de la recherche, entre les différentes politiques publiques qui ont pour la plupart une influence forte sur les questions de l'eau, et entre les différentes mégapoles à l'échelle du monde. Les situations actuelles des différentes mégapoles sont extrêmement différentes, avec différents climats, des situations économiques et sociales différentes, des disponibilités et des pressions différentes sur les ressources en eau, mais aussi avec une grande variabilité des initiatives et des solutions qui y sont prises. Toutes ces initiatives et ces solutions doivent être partagées d'une manière d'autant plus urgente que les situations climatiques, économiques et sociales évoluent de plus en plus rapidement, ce qui milite pour des échanges de plus en plus rapides et intenses aussi. Dans le cadre de l'urbanisation croissante du monde, l'augmentation du nombre des mégapoles est un fait qui va se pérenniser. Ces grandes villes sont en même temps le problème et la solution dans le domaine de la gestion de l'eau. Elles amplifient les problèmes, mais elles possèdent aussi les moyens humains et financiers de les résoudre. La plupart des solutions d'adaptation au changement climatique font appel d'une manière ou d'une autre à l'eau sous toutes ses formes. J'ai pu constater avec satisfaction que les communications de la préconférence présentent des approches diversifiées de ces thématiques, aussi bien des solutions techniques que des innovations dans les méthodes de gestion. Les objectifs fixés par les organisateurs ont donc bien été atteints et je m'en réjouis.